builders against destroyers. Hello, hello le peuple. Voilà, c'est l'émission Bad une fois de plus. Alors niveau musique, on s'est fait plaisir, on a eu Kendrick Lamar qui nous a fait une belle surprise il y a quelques jours. On a eu Da Uzi, on a eu l'ami Redman l'ancien et Danny Dan accompagné de Kyo Itachi. Voilà, c'était ça la sélection pour l'introduction de l'émission. Aujourd'hui, j'ai Fabienne qui est avec moi, ça va ? Ça va, bonjour à toutes et à tous. J'ai également double invité. Donc dans un premier temps, on va discuter avec Yacine Alami, qui est professeur. Ça va ? Ça va et toi ? Ça va. Et on a l'association Ramina, qui est représentée par Laurence. Bonsoir. Ça va Laurence ? Ça va. Et Élise. Bonsoir. Ça va Élise ? Très bien, merci. Super. Donc, on va commencer avec Yacine, donc, qui est professeur à Marseille. Professeur, mais pas que, sinon tu ne serais pas là. Professeur engagé et militant. Qu'est-ce que tu peux nous dire un peu sur ton profil ? C'est ça, enseignant en histoire-géographie depuis quelques années. Militant parce qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup de sujets de l'actualité qui me touchent depuis des années déjà. Lutte contre les violences policières, lutte contre le racisme, contre les inégalités, pour la justice sociale, pour la justice climatique. D'accord, ok. Est-ce que tu trouves qu'il y a des problèmes de climat, de police et de racisme ? C'est exactement ça. Qu'est-ce que c'est original, hein. T'as bien résumé. Parce que de tout ça, en fait, il y a beaucoup de morts chez nous, malheureusement. Ouais. Mais c'est vrai que c'est intéressant d'avoir ton profil professionnel du coup de professeur et d'avoir cet engagement, parce que c'est vrai que en grande majorité en France on est quand même sur une neutralité quand même de ce métier, contrairement d'un pays comme les États-Unis où il y a des universités vraiment totalement engagées et très, très étiquetées frontalement et sans problème. En France, il suffit que même à Sciences Po il y ait une manif, ça y est, ça fait la une des journaux, quoi. Ouais, c'est vrai qu'il y a une neutralité qu'on doit avoir dans le cadre de nos enseignements et dans le cadre de l'établissement, mais ensuite à l'extérieur, si on a envie quand même de lutter pour un peu plus de justice sociale dans ce pays, on a encore la possibilité de le faire. Mais c'est vrai que quand je regarde moi aussi d'autres pays, et que je vois aussi les profs, les enseignants, que ce soit du primaire, du secondaire ou même à l'université, c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de facilité à pouvoir être engagé, notamment aux États-Unis. Ouais. Mmh. Donc l'anecdote, c'est qu'on habite tous les deux à Marseille, on s'est rencontrés à Paris. C'est ça. En banlieue parisienne, en 93. À Pantin dans 93. Et, c'était l'assemblée des quartiers populaires. Exactement. Et donc toi, tu étais un intervenant. Moi, je venais voir plein de gens que j'avais pas vus depuis longtemps et prendre un peu la température de ce qui se passe en ce moment. Et tu étais notamment sur le sujet de l'écologie. Donc ce qui est bien, c'est que tu parles aussi d'écologie au niveau local. C'est ça au niveau local, et surtout une volonté en fait d'apporter une voix sur l'écologie populaire à Marseille, parce que je trouve qu'il n'y en a pas encore assez, ou en tout cas très peu, alors même qu'on est dans une ville où les problématiques écologiques sont quand même violentes. Alors la question de l'écologie, elle est prégnante partout aujourd'hui, on le voit avec les catastrophes climatiques, mais on est nous dans une ville où les catégories populaires, les classes populaires les plus pauvres sont systématiquement exposées aux risques environnementaux les plus importants, notamment à Marseille, dans les quartiers nord, par rapport à la pollution atmosphérique, donc notamment des navires de croisière et de l'autoroute en fait. Si vous voyez bien l'autoroute la 7 à Marseille, elle passe par tous les quartiers nord de la ville, et c'est en fait une population qui est énormément exposée, donc des jeunes que moi je vois, même des élèves que j'ai, avec un taux d'élèves asthmatiques super élevé, donc des jeunes en fait qui sont victimes de cette pollution-là, et en fait on n'a pas vraiment nous derrière de répondants, alors même
que quand on entend parler d'écologie ou de militantisme autour de l'écologie, on est les premiers, on fait partie en tout cas de ceux qui sont le plus exposés et victimes de ça, mais pourtant c'est la voix la moins présente. Quand on parle d'écologie populaire, on parle aussi de la question des ressources premières. Je pense à la question de l'eau dans le quartier d'Herbel à Marseille, où il y a eu une eau contaminée à la Légionnelle. Et je salue Jamila Hawash, qui a mené une lutte écologique en fait pour son quartier et pour avoir de l'eau potable et pour avoir une eau saine, et qui a eu malheureusement une sœur et un frère à elle qui ont été décédés, qui sont morts en fait à cause de cette eau contaminée. Donc quand je dis qu'on est les premiers, enfin on est en première ligne sur ces sujets-là d'écologie, c'est vraiment du direct, quoi. Ouais. Et il n'y a pas de politique globale contre ces formes de pollution. Bah très peu, encore plus malheureusement à Marseille. Les pouvoirs publics vont très peu être sur ces sujets, et au contraire ils vont même parfois être complices de ces industries polluantes, parce qu'il y a toujours ce truc là de c'est l'emploi, c'est ce qui est le plus important dans une grande ville comme Marseille, alors même que ces intoxications là, ces problématiques là sont très importantes. Alors il y a de plus en plus sur le terrain des personnes qui sensibilisent quand même sur ça, mais moi quand je parle de Jamila Hawash par exemple, j'aimerais bien en fait qu'on mette en avant ces personnages-là, parce qu'elles mènent une lutte écologique et populaire super importante. Ouais. Mais seule. Mais malheureusement très seule, ouais. C'est vrai. C'est vrai que quand on suit un peu les réseaux sociaux de la mairie ou de la métropole, c'est tout le temps les mêmes infos, quoi. C'est on a piétonnisé, donc c'est bien. Il fait beau, on a planté des roses, on a mis des arbres, et bon, ça se limite un peu à ça. Et on va ramasser les mégots sur la plage. Ce qui en plus, moi j'aimerais bien en fait qu'il y ait de la piétonisation dans les quartiers nord. J'aimerais bien qu'il y ait des espaces verts et des arbres plantés dans les quartiers nord. Parce que c'est pas quelque chose contre lequel je vais me mettre contre, c'est quelque chose contre lequel je vais en fait signaler qu'il y a une volonté de végétaliser, de désartificialiser beaucoup d'endroits dans les quartiers sud ou même dans le centre-ville. Mais en fait, les quartiers nord sont complètement exclus de toutes ces politiques-là, et c'est archi problématique. Donc effectivement, la métropole, surtout la métropole, la mairie de Marseille un peu moins, choisit en fait ces quartiers qu'elle va développer et qu'elle va végétaliser. Ouais. Les quartiers touristiques, les quartiers là où il y a déjà moins de problèmes, ils veulent régler les petits problèmes des quartiers où il y a moins de problèmes. Voilà. Mais les quartiers prioritaires, est-ce que officiellement il y a des quartiers prioritaires, ça à se demander, quoi. C'est vrai quoi. On est à se demander en fait si ces quartiers-là, est-ce que ça les intéresse. Moi, je pense que non. La preuve en est de cette problématique-là des transports, en fait, parce que la question de la pollution, en fait, elle est compliquée à prendre en compte dans l'écologie populaire, parce que tu es face à un sujet où tu te dis, en fait, à cause de la pollution, donc les navires de croisière d'une part, ça c'est le plus gros, le port de Marseille, un des plus gros pollueurs. Un navire de croisière arrêté près du port, près de la Joliette, c'est l'équivalent de la pollution de 300 000 voitures. Donc c'est un truc énorme. Mais à côté de ça, tu as quand même l'autoroute, les moyens de transport que les gens des quartiers nord ont la possibilité d'avoir, c'est une voiture en fait. Donc on dit qu'il faut moins polluer, mais en même temps il n'y a pas de développement des transports important pour les quartiers nord. Ça fait 20-30 ans qu'ils attendent la prolongation de stations de métro, de tramway. On en est à peine là aujourd'hui à se dire qu'effectivement on va commencer à faire une prolongation de tramway, sachant qu'en plus il a fallu que la mairie de Marseille bataille un peu pour que le tramway aille un peu plus dans les quartiers nord, et encore de la Belle de Mai jusqu'à Félix Piat. Mais c'est déjà un bon début, mais c'est un gros problème. C'est pas assez, et il se développe aussi direction sud. Et en plus de ça, la Martine Vassal et la métropole a voulu faire un tramway, il me semble, sur la Corniche d'ailleurs, et effectivement le développer vers le sud, et il se trouve qu'il accélère beaucoup plus vers le sud en plus. Ouais, c'est clair. Ouais, ok. Et c'est vrai que de toute façon, comme tu dis, il y a les paquebots, il y a l'autoroute. Ça, on peut pas les enlever du jour au lendemain. Mais c'est vrai que, par exemple, ils pourraient développer aussi l'automobile électrique. Aujourd'hui, on voit que même au niveau national, il y a un petit retour en arrière. Mais c'est vrai que dans des quartiers où tu as une majorité de bâtiments,
mais tu n'as aucune installation prévue pour que sur de l'habitat collectif, on puisse venir charger des voitures électriques. Ah oui, non, mais ça, c'est... Oula, on en est très très loin. Ouais, je suis peut-être en 2060 dans ma tête. Non, mais c'est vrai que ça pourrait être une des options. Alors, sachant qu'effectivement, la voiture électrique est quand même polluante parce que la façon dont on fait les batteries, dont on extrait les minerais, etc., c'est une réalité. Mais moi, je pense qu'en fait, une des solutions, ça, c'est celle qui est le plus faisable et que pour de vrai, en fait, ils en auraient les moyens. Hein. On est la 7e puissance économique mondiale. Hein. On n'est pas des pays qui pourraient avoir vraiment des difficultés économiques fortes. Enfin, on veut nous faire croire qu'il y a des difficultés économiques avec ces histoires de budget, etc. Mais en fait, on voit bien qu'ils choisissent en fait de développer certains endroits et pas d'autres. Mais moi, je pense que pour les quartiers nord de Marseille, la priorité, c'est ces prolongations-là de tramway, c'est la création de nouvelles stations de métro, c'est des bus qui pourraient être à plus haute intensité vers ces quartiers-là, et pourquoi pas même à terme développer le transport en vélo. En fait, moi, des établissements que j'ai fait dans les quartiers nord, et j'y vais en vélo. Il n'y a pas de piste cyclable, il n'y a pas une seule piste cyclable de Capitaine Geste jusqu'à ça, c'est le jusqu'à la ville de Marseille en général, les pistes cyclables. Enfin, même là où il y a des pistes, c'est compliqué, quoi. Même là où il y a des pistes, c'est compliqué. Mais moi, en fait, je pense que ça serait. Je parle pour les jeunes et pour les personnes valides, hein, bien entendu. Je pense que ça serait une solution. Quand on parle des quartiers nord de Marseille, on a l'impression qu'on parle d'un endroit à l'autre bout du monde. Moi, entre la Belle de Mai et certains quartiers nord, c'est 15 minutes en vélo, quoi. Ouais. Ça serait une solution hyper viable. Encore une fois, pour les personnes jeunes, pour les personnes valides qui n'ont pas besoin de transporter d'autres personnes, enfin ceux qui ont des enfants et tout, c'est plus compliqué. Mais je pense que ça serait une solution et que ça permettrait en plus, et économiquement et écologiquement, d'améliorer la situation dans les quartiers populaires. Ouais, c'est sûr. Ça ferait, je pense, des charges financières en moins pour les utilisateurs, et puis moins de pollution aussi, parce que moins de bouchons. Parce qu'on parle de l'autoroute, mais quand l'autoroute est bouchée, c'est les petites routes à côté, les grands axes aussi sont bouchés. Et peut-être aussi prévoir des petits budgets pour pouvoir prendre ces transports en commun, que ça ne soit pas une limitation également. Non, bien sûr. Non, mais surtout que, moi, je pense vraiment qu'il y a cette possibilité, mais c'est des volontés politiques qu'il n'y a pas pour l'instant. Donc vraiment, j'insiste là-dessus. Moi, je ne veux pas stigmatiser ou en tout cas culpabiliser les populations des quartiers populaires, des classes populaires et les populations les plus pauvres en général, parce qu'en fait, elles ne sont pas responsables de la façon dont les infrastructures sont faites. Mais pas du tout, hein. Même les simples histoires de poubelles jaunes, c'est bon. Il y a des usines entières qui polluent. On va te dire, t'as pas mis dans la poubelle jaune, c'est de ta faute, petit peuple. Tu vois ce que je veux dire? Ah oui, non, mais c'est donc non, pas du tout. Ok, donc sur ce sujet là, on parlait d'écologie, notamment locale. Tu me parlais aussi des discriminations sociales, de violences policières, mais je voulais savoir, toi, sur ton profil, donc ton métier de professeur, comment tu agis en fait là-dessus, c'est-à-dire tu essaies d'aller un peu partout prendre la parole sur ces sujets-là? Oui, après je reviens de suite sur l'écologie. Il y a les programmes qui ont un tout petit peu évolué quand même en géographie. Donc déjà, c'est de la sensibilisation auprès des jeunes, auprès des élèves, auprès des enfants, des ados, pré-ados, puisqu'il y a toute une partie sur le développement durable, sur les mobilités, etc. Ce qui est plutôt bien. Qu'on a la possibilité de prendre, nous, en tant que prof, d'y apporter une note pédagogique où on a quand même une liberté. Donc moi, j'avais travaillé avec les ados, les collégiens, sur ces sujets-là. Et en plus, ils ont une inspiration incroyable, puisqu'ils sont pas du tout encore totalement... comme les adultes, où ils vont dire « Ah, mais non, on peut pas faire autrement ». Ils proposent des solutions quand on leur en parle. Ensuite, sur tous les sujets, au niveau global, oui, effectivement, j'essaie de prendre la parole là où je peux, mais surtout, en fait, je participe aux mobilisations. Là, on parlait tout à l'heure je te parlais des violences policières. Là, par rapport à la mort de Zineb Redouane à Marseille, donc ça fait 6 ans ce mois-ci, donc c'était le 2 décembre 2018, participer en fait aux manifestations qu'il y a chaque année. Alors là, je crois qu'elle sera dans quelques jours, participer, en fait, soutenir les familles, soutenir parfois financièrement les démarches de justice, les avocats, etc., dans des cas où ça peut coûter très cher pour les familles. Donc c'est vraiment ça, en fait, c'est d'être présent, c'est d'être là sur le terrain, parce que moi je pense que c'est ça qui est le plus important. C'est vrai que c'est bien de prendre la parole
publiquement, etc. Mais je pense que dans plein de situations, et notamment la question des violences policières ou des inégalités sociales, c'est important d'être là sur le terrain. Et moi, en tant que prof, justement, jeudi 5 décembre, je ne sais pas si tu voulais en parler, mais il y a une grève nationale dans la fonction publique, et dans mon cas, pour les enseignants, parce qu'en fait, on est face à un gouvernement qui est dans un mépris total de la fonction publique, dans un mépris total, nous dans notre cas des profs, avec des conditions de travail dégradées, des bas salaires, enfin des situations assez difficiles, en plus un budget dans lequel ils ont failli. Alors ils ont finalement rétropédalé, proposé 4000 suppressions de postes de profs, alors même qu'il en manque 3185. Alors, je suis pas très bon en maths, je suis meilleur en histoire, mais les calculs sont pas du tout bons. Il y a eu cette polémique aussi avec les jours de carence, comme quoi les profs sont très absents. Alors les profs peuvent être malades, donc ça arrive. Effectivement, il y a des parents qui peuvent parfois en pâtir, et ça je le comprends totalement moi en tant que prof. Mais il se trouve que les chiffres, comme le disait Youssoufa, le dernier mot est souvent un chiffre. Les chiffres dans le privé sont beaucoup plus élevés. Dans la fonction publique, c'est une moyenne d'absence de 11 jours. Alors, effectivement, ça peut amener à des situations difficiles. Là, dans mon cas, notamment pour les parents. Dans le privé, c'est 15. Et pourtant, il n'y a pas de légifération, il n'y a pas d'insulte, il n'y a pas de mépris de la part du gouvernement face à ces entreprises du CAC 40 ou autres, dans lesquelles il y a beaucoup plus d'absents. Et je pense qu'il y a aussi un problème d'organisation, parce que moi, je me suis posé la question de l'absence des profs, et tu leur poses la question, souvent, en fait, ils sont même pas malades, ils sont en formation. Donc il y a aussi un problème d'organisation des académies, parce qu'on envoie des profs en formation alors que les élèves ils sont là, ils attendent d'avoir des cours. Ça effectivement, ça arrive ça aussi. Quelques fois dans l'année, c'est vrai, moi-même ça m'arrive d'avoir des formations. Des fois j'essaie de faire en sorte de pouvoir les placer sur un moment horaire où j'ai pas cours, justement. Enfin, t'as pas cours mais tu travailles, tu fais des corrections, etc. Mais en fait, ce qu'il faut se dire, c'est qu'il y a des profs qui sont aussi parents et qui n'ont pas la possibilité de faire les heures de formation sur leur temps libre, je mets des guillemets. Donc effectivement, ça amène des situations qui peuvent être difficiles pour les parents d'élèves, pour l'élève lui-même, parce qu'il va rater des heures de cours, qu'en général on rattrape, vous inquiétez pas. Et pour des profs qui sont parents. Te justifie pas. C'est pas parce que Sarkozy il a ouvert sa bouche encore une fois, celui-là. Mais bon. Après, il y a la surcharge dans les classes avec un nombre élevé d'élèves. Ah oui, en plus. Il y a ça, il manque. Aussi, et il manque des profs, et on vous dit que vous bossez que 25 heures par semaine, 6 mois de l'année. C'est ça que Sarkozy il a dit, votre président, parce que moi j'ai pas voté pour lui. Moi non plus. Jamais. Donc, j'avais pas encore le droit de vote en 2007, mais j'aurais pas voté pour lui. Donc votre président avec un bracelet électronique a le droit de sortir, et il a pris un micro, il nous a sorti ça, quoi. Donc c'est super. Clair. Ah ouais, non, mais c'est super insultant, mais bon, venant d'un mec à un bracelet électronique et qui a un casier judiciaire long comme mon bras, franchement, moi je prends pas en compte ses paroles. Ce que je trouve dommage, c'est qu'on lui tende encore le micro, alors que normalement il devrait être en prison. Donc ça c'est un truc aussi. Mais effectivement, on est face à des classes surchargées, et dans les premières victimes de ça, c'est les élèves en fait. C'est ceux qui subissent ça, parce qu'effectivement à 30-35 dans une classe, c'est très compliqué en fait de l'apprentissage et la pédagogie, parce que en fait mathématiquement en fait les chiffres sont pas bons là aussi, donc c'est un gros problème. Et des profs parfois des absences, des profs parfois qui sont pas remplacés. Effectivement, moi j'ai 2-3 établissements là en tête où il n'y a pas eu de prof pendant tout le mois de septembre. En anglais, en physique, chimie, ça dépend des matières. Mais effectivement, en fait, on est face à une situation où le métier plaît de moins en moins. En fait, cite-moi un jeune là aujourd'hui de 25 ans, tu vas lui demander qu'est-ce que tu veux faire dans la vie, il va te dire prof. T'en trouveras peut-être 1 sur 1 million, 1 in a million, franchement, maximum. Ça joue contre les élèves, parce qu'ils ont des grosses périodes sans prof. Ah oui, non, bien sûr. Moi, j'essaie vraiment de faire en sorte, en fait, là, je parlais tout à l'heure des heures qu'on peut, dans lesquelles on peut avoir des formations ou autres, c'est toujours faire en sorte de rattraper tout ça. Mais pour les profs qui sont parents, pour les profs qui sont âgés, qui sont déjà dans des difficultés, etc., c'est un peu plus compliqué, quoi. Ouais. Donc moi j'invite tous les citoyens à prendre un peu le profil de Yacine, parce que Yacine c'est un citoyen qui s'engage, qui va prendre la parole. Je pense que t'as pas forcément un drapeau à agiter ou une structure, ou tu vois ce que je veux dire, t'es un peu un électron libre, et ça j'aime bien, ça me ressemble aussi. Et pour terminer, tu as aussi derrière des vidéos qui s'appellent La chaise pliante.
Ouais, c'est ça. Alors c'est un média en fait qu'on a lancé avec un pote du 93. Donc il y a une connexion, hein, Sur 13 TikTok. 93 effectivement. On est présent sur TikTok, sur Instagram, sur Twitter aussi. Alors le concept il était tout simple, hein. On était à Félix Piat dans les quartiers nord de Marseille. Et en fait on avait nos chaises pliantes parce que les chaises pliantes c'est un vrai sujet, hein, aussi, hein, dans l'espace public. En fait tu as des quartiers où tu as très peu d'endroits dans lesquels tu peux te poser. Donc c'est aussi pour ça en fait que la chaise pliante et que Decathlon s'est fait beaucoup de fric. C'est parce que en fait il y a toute une catégorie d'espaces publics où il n'y a pas la possibilité de se poser facilement. Et en fait on s'était posé, on avait rencontré un grand frère, j'allais dire un ancien du quartier, un mec qui a vécu de longues années, enfin qui était plutôt âgé, et qui nous racontait en fait l'histoire de Félix Piat, l'histoire des rappeurs qu'il a vu passer, Troisième Œil, Rof qui était passé aussi dans le quartier, La Fonky, etc. Et en fait il nous avait fait une histoire géographique de son quartier, quoi. Ouais. Franchement c'était incroyable, et au niveau musical et au niveau politique, les luttes qu'ils ont menées par rapport à la destruction de certains bâtiments et des relogements foireux qui se fait toujours en général dans ce cas-là, etc. Et en fait on lui avait mis la chaise et on s'était dit mais en fait ce qui vient de se passer on aurait dû le filmer. C'était incroyable. Ouais. Et du coup de fil en aiguille c'est ce qu'on a fait. On est allé dans plusieurs quartiers, plusieurs endroits de France, hein. Et on a donné la parole à des personnes en fait qui pouvaient être inspirantes, qui pouvaient nous raconter leur quartier avec des biais qui n'étaient pas du tout ce qu'on entend dans les médias, quoi. J'ai pas envie de faire le mec bisounours, mais il se passe des belles choses dans les quartiers. Mais en fait, si, c'est une réalité. Il n'y a pas juste des choses négatives, même si la question sociale, elle est très violente. Donc c'est pas du tout quelque chose que je renie, parce que je sais qu'il y a aussi toute une catégorie de personnes là qui veulent, avec des médias financés par des médias mainstream, essayer d'amener une image positive des quartiers, mais le truc derrière il est bancal parce que ils veulent pas remettre en question les inégalités sociales, les violences policières et la misère. Nous c'est pas du tout notre cas, mais l'idée c'était de donner la parole à des sportifs, à des personnes qui travaillent dans la musique et qui habitent ces quartiers là, quoi. Ouais. Puis sans forcément devenir des gens très connus, il y a plein d'assauts dans tous les quartiers qui vont s'occuper d'emmener les gosses en vacances, de l'aide aux personnes âgées, les courses, les devoirs, tout ça. Enfin voilà, c'est dans tous les quartiers de toute façon, la mobilisation elle est tellement évidente, il y a tellement de besoins que les gens s'organisent d'eux-mêmes avec ou sans subvention. On se fait une petite pause musicale, après on va donner la parole à Ramina. Ça marche. Bad. Builders against destroyers. Là maintenant on va donner la parole donc à l'association Ramina, association marseillaise. Bonjour mesdames. Bonjour monsieur. Quelle politesse, on est bien, hein. Bravo. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu ce que c'est Ramina, vos principales actions dans un premier temps? Eh ben, Ramina, d'abord, il faut peut-être regarder le nom. C'est le réseau d'accueil des minots. Des minots. Ça en est bien à Marseille, non accompagnés. Et minots, c'est aussi les mineurs. On va voir ça comme ça. Donc, c'est le réseau d'accueil des mineurs non accompagnés qui arrivent sur le territoire français dans des conditions souvent très difficiles puisqu'ils viennent d'Afrique ou du Bangladesh, du Pakistan, après des mois, je précise bien, d'errance, et qui arrivent donc à Marseille. Et notre rôle, on va dire ça un petit peu comme ça, c'est les aider dans leurs démarches, qui sont pas toujours faciles, puisque dans l'absolu, ils devraient être accueillis. C'est ce que c'est la loi? Parce que c'est la loi, ils devraient être mis à l'abri dans un délai très court. Et malheureusement, 5. Et malheureusement, c'est pas toujours le cas. Et ces jeunes, donc, quand ils arrivent, ils sont soit mis à l'abri, c'est vrai, dans les 5 jours, tant mieux, et encore qu'après il se passe plein de choses, mais nous, une de nos fonctions, et je pense que ma collègue est plus à même d'en parler, Élise est plus à même d'en parler, c'est d'être là le jour où ils arrivent. Oui, en effet, en fait, Ramina s'est constituée autour de 4 équipes, on va dire. Et la première équipe, qui est vraiment le point d'entrée des jeunes dans la ville, c'est l'équipe de rue. D'accord. Donc moi, effectivement, je fais partie je suis bénévole au sein de cette équipe de rue. Je précise que Ramina est composée à 100% de bénévoles.
Et en gros, l'équipe de rue, on donne rendez-vous 3 fois par semaine, le mardi, le jeudi et le dimanche soir devant le commissariat de Noailles, puisque c'est le point de rendez-vous qui est connu de tous, aux jeunes, et on est leur premier contact avec la ville en fait. D'accord. Et on est là pour les accompagner, on se présente, on explique le rôle de Ramina, et on les aiguille à la fois pour connaître leur situation, leur âge, leur pays d'origine, et puis on essaie de les accompagner pour qu'ils aient un avocat, parce que c'est leur droit, tout D'accord. comme c'est leur droit d'être protégé, mais ça malheureusement on pallie à ça. Donc on recueille toutes ces données, enfin leurs coordonnées pour pouvoir leur faire une demande d'avocat. Et si on sent que c'est des jeunes qui sont prêts à rester un petit moment à Marseille, alors ça c'est toujours un peu difficile à évaluer, mais on discute pas mal avec eux. On les accompagne dans la scolarité, parce que c'est pareil, c'est leur droit d'être scolarisé. Ouais. Et vient ensuite du coup cette deuxième équipe de Ramina, qui est l'équipe de scolarité, dont fait partie Laurence. Alors, concernant la scolarité, on a plusieurs pôles. On a d'abord un pôle où, d'une manière un peu prétentieuse, on va dire qu'on donne des cours de FLE, je dirais qu'on fait un peu ce qu'on peut. On a des jeunes qui arrivent, soit d'Afrique avec des langues qui sont les leurs, soit de l'autre côté qui sont anglophones, voire qui parlent le bengalais ou l'ourdou. Et ma foi, on essaie de leur donner un minimum, parce que quand ils arrivent, souvent, ils disent pas un mot. Certains même ne savent ni lire ni écrire. Alors, on le dit tout de suite, on est des bénévoles, on n'est pas des spécialistes. Et ma foi, on a parfois des choses extraordinaires qui se passent avec des minots qui ont... Vous voyez, minots, je le dis tout de suite. Des minots qui ont envie. Voilà, ça c'est vraiment une chose qu'on voit, ils ont envie. Ils ont envie d'apprendre le français, ils ont envie... Allez, je le dis, de s'intégrer, et la langue c'est vraiment capital pour ça. Et ils viennent en cours, ils sont présents. Alors nous, on fait un peu comme on peut, parce qu'on n'est pas des pros, encore une fois, je le dis. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'assez extraordinaire. Vous avez un local spécifique, un endroit? Oui, on est logé par la ville, on est au CMA rue Bernard Dubois, et on a des salles donc qui nous sont allouées. Et voilà, donc les jeunes arrivent, ils sont tous les jours, du lundi au vendredi, ils sont avec nous. On est plusieurs équipes. À côté de ça aussi, on a d'autres activités. On a tout un pôle activité où ils peuvent faire plein de choses, ça c'est bien. Et puis surtout, comme tu le disais, on a aussi quelque chose qui est très important, c'est qu'on va les inscrire à un test qu'on appelle le test CASNAV, afin de pouvoir aller à l'école. D'accord. Voilà. Et ça, c'est très très important, parce que ça permet à ces jeunes, encore une fois, ceux qui ne sont pas pris en charge, qu'on soit bien d'accord, ma foi, de faire ce test et après d'être scolarisés. Et c'est une démarche assez laborieuse, faut préciser, parce qu'on a beau nous les accompagner dans ce test, il y en a qui passent le test en février et qui finissent par avoir une place dans un établissement des mois plus tard, parfois après maintes relances de certains des bénévoles de Ramina. Donc c'est loin d'être, c'est leur droit, mais malheureusement, comme pour tout le reste, c'est un dur labeur que de réussir à les orienter vers la scolarité. Et on sait pourtant que c'est essentiel. C'est-à-dire que c'est souvent des jeunes qui arrivent assez traumatisés, voire très traumatisés de leur parcours migratoire, et pour qui la scolarité est quand même un point d'ancrage ici. Et puis, ça leur permet plein de choses. Une issue, ça les stabilise, ça les ouvre à d'autres personnes. Donc, c'est essentiel. Mais c'est un parcours laborieux aussi, de ce côté-là. Et sur l'accueil, vous pourrez nous en dire plus, comment ça s'organise, comment vous mettez les jeunes chez ces bénévoles, est-ce qu'il y a un accompagnement ? Alors, ça se fait pas n'importe comment. En effet, ça peut effrayer. Et c'est là où on veut aussi rappeler que c'est pas si effrayant que ça. Et il y a un vrai accompagnement. Donc, on est pas mal de bénévoles déjà. C'est une asso quand même assez solide et très structurée. Et l'accompagnement, donc quand on rencontre les jeunes en permanence de rue, dans la mesure du possible, on essaie de les faire placer pour une nuit au chaud, c'est-à-dire via le département, parce que le département est censé les accueillir. Donc on appelle l'ADIMEF, qui est le département qui est censé les mettre à l'abri. Quand ça fonctionne pas, ce qui est malheureusement assez souvent le cas, on fait appel à tout un réseau d'hébergeurs solidaires qu'on a constitué au fil des années. L'asso existe depuis 2019, donc on commence à avoir un réseau assez fourni, qui reste néanmoins à consolider à chaque instant, parce que ça implique beaucoup de choses d'héberger. Alors moi, je n'ai pas hébergé parce que j'ai pas les moyens, j'ai pas de lieu chez moi pour héberger. Je sais que Laurence a hébergé à maintes reprises et qu'elle pourra en témoigner.
c'est très engageant. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle Ramina a décidé dès le départ, dès sa constitution, de séparer le rôle d'hébergeur du rôle de référent. C'est-à-dire que héberger quelqu'un, ça demande déjà des moyens financiers, ça demande un espace, parce qu'il ne s'agit pas de mettre les jeunes dans un coin de l'appartement. Et donc on a aussi le rôle de référent qui est là pour accompagner sur toutes les questions de justice, de scolarité, de santé, qui en gros seconde l'hébergeur, même si on sait très bien que l'hébergeur dans les faits il l'assiste aussi pour ces choses-là, il va pas lui dire ah bah non mais moi je te loge, par contre démerde-toi pour ta santé, va voir avec ton... Donc on collabore de cette manière, mais voilà, c'est dissocié parce que c'est très engageant d'être hébergeur. Et la durée d'hébergement, c'est comme veut l'hébergeur. Ça peut aller de quelques jours à... Moi, je sais que j'ai hébergé, bon, c'était peut-être pendant la Covid, c'est un petit peu différent, mais j'ai eu un jeune qui est arrivé, je l'ai gardé plus de 3 mois. Après, il a été reconnu mineur, donc c'était pas un souci. Après, il a été reconnu mineur, mais certains d'entre nous, on héberge pendant des durées qui sont beaucoup plus longues. Ou pas, c'est à la volonté de chacun. Et ça, moi, je tiens à insister là-dessus. Quand on est hébergeant, ça peut être pour une durée courte ou longue. Et n'importe comment, nous, on est là en tant que bénévole pour aider l'hébergeant. Il ne faut pas du tout que l'hébergeant dise « Oh, mais je peux pas, j'en peux plus ». Nous, on est là. Et moi, il m'est arrivé souvent de dire aux gens « Mais attends, c'est tout à fait normal que tu ne peux plus. T'inquiète pas, ne culpabilise pas. Surtout, ne culpabilise pas. Et on trouve un réseau, même si ce n'est pas toujours évident de trouver un réseau et qu'on vous le dit franchement, nous manquons d'hébergeants, c'est le moment de le placer. Ça, c'est un appel. C'est un moment de le placer, mais nous manquons vraiment d'hébergeants, mais n'importe comment, on se débrouille toujours pour seconder les hébergeants, parce que c'est pas facile. C'est pas facile, même si d'une manière générale, les jeunes sont, dans l'ensemble, je dirais, en grande majorité, des jeunes bien, très bien, et qu'on a eu très très peu de problèmes. On va pas non plus vous dire qu'il n'y en a jamais eu, il faut pas non plus... Mais d'une manière générale, ces jeunes sont très reconnaissants, sont d'une manière générale très discrets, très bien élevés. Oui. Et en général, ça se passe bien. Mais il faut surtout pas que les hébergeants aient peur. C'est un petit peu ce qu'on ressent souvent, c'est la peur de l'hébergeant. Et je dirais que nous, on fait tout, quand on est là un peu dans l'assaut depuis un certain moment, pour le seconder. Moi, il y a quelques jours, j'ai une dame qui m'a appelée en me disant « Voilà, il fait l'imbécile, qu'est-ce que je fais, etc. » J'ai dit tout simplement qu'il vienne me voir, parce que le jeune, je le connaissais. Et je dis « Qu'il vienne me voir », et puis je lui ai remonté les bretelles, tout simplement. Et voilà, c'est un petit peu rassuré. Oui, vous accompagnez les hébergeurs. Oui, totalement. Et une fois qu'ils nous sollicitent, qu'ils sont prêts à héberger, évidemment, on s'entretient avec eux, on s'assure qu'ils ont un espace digne et décent à proposer aux jeunes. Voilà, on s'assure de pas mal de choses, on l'accompagne, on fait la mise en lien. Enfin, on se contente pas de jeter le jeune en disant bon, c'est bon, il est au chaud, c'est tranquille. Quoi. Et si je peux me permettre, parce que quand on écoute les médias, on allume la télé, on a toujours le son de cloche, surtout depuis quelques années, des discours plutôt d'extrême droite. Et sur ces sujets, on entend toujours ah oui, ils arrivent, on leur donne l'aide médicale d'État, etc., etc. Alors là, si je peux te donner la parole pour répondre à ce genre d'énergumène qui ne pense qu'à sa gueule, et qui malgré tout fait de la politique et est élu par la population. Qu'est-ce que vous répondez à ce genre de personnes qui n'ont que pour seul argument, ils n'ont rien à faire dans notre pays, en plus on va les aider. Je vous écoute, c'est votre moment, faites-vous plaisir. Moi déjà, je dis déjà qu'on est tous issus d'ailleurs, voilà, déjà c'est clair et net. Je mets au défi chacun d'entre nous ici de dire si on n'a pas un grand-parent qui était ne serait-ce qu'espagnol, je veux dire, ou italien, voilà. Donc je mets au défi de dire qu'il est vraiment français autour de plus que cette table, beaucoup plus large. Ouais. Déjà c'est quelque chose qui me... Voilà. Et aussi je pense que un jeune qui traverse le monde, il n'est pas parti de chez lui parce qu'il en avait envie, ça c'est très net. Ouais. Il est parti parce qu'il est obligé. Parce que je suis certaine qu'un minot qui a 14-15 ans, qui quitte ses parents, ça doit être le pire des choses. Voilà, moi c'est comme ça que je le ressens. Et donc quand ils font ça, ils en ont pas envie. Ils en ont pas envie, ils partent pas comme ça parce qu'ils ont décidé de partir, c'est pas vrai. Ils partent parce qu'ils vont souvent aider leur famille, voire tout le temps aider leur famille. Et c'est une énorme charge, à la fois affective pour ces jeunes et à la fois de responsabilité, parce qu'ils arrivent en France, souvent on leur a menti, parce que les passeurs leur disent tu vas gagner ta vie, etc. Et c'est pas le cas du tout. Ouais.
Et ils se retrouvent à 16-17 ans avec des obligations qui ne sont pas celles de leur âge. C'est-à-dire, ils aident leur famille. Ils sont apprentis, ils ne gagnent pas beaucoup. Et ils vont donner 300-400 euros par mois à leur famille. Et c'est ça qui va les attendre toute leur vie, quoi. Ah ouais. Et aussi ce que tu nous disais tout à l'heure sur la remise en question de l'âge aussi. La déminorisation, j'ai appris ce mot. Ouais. On a appris, moi aussi, je l'ai appris en intégrant l'assaut. C'est un terme affreux, mais qui est malheureusement extrêmement employé. Et de plus en plus. Effectivement, quand ils arrivent sur le territoire, ils doivent passer ce qu'on appelle une évaluation, qui est gérée par le département. Et donc, cette évaluation, ça consiste à un entretien, évidemment, extrêmement arbitraire, où on pose aux jeunes une série de questions. C'est quand même un entretien qui peut durer jusqu'à 1h30, 2h, voire plus, où on leur demande d'expliquer leur parcours migratoire, comment ils sont arrivés ici, pourquoi ils sont ici, et on essaie de trouver, les personnes en charge de cet entretien essaient de trouver la cohérence, la faille en l'occurrence plutôt, pour juger si ou non ils sont réellement mineurs. Il faut savoir qu'il y a quelques années, alors j'ai plus les chiffres en tête, mais on en parlait récemment au sein de Ramina, il y avait quand même une proportion non négligeable de jeunes qui étaient reconnus mineurs, et qu'aujourd'hui c'est quasiment plus le cas. Évidemment, dans la politique actuelle et vers laquelle on tend de plus en plus, il y a des consignes très claires qui sont données sur le fait de ne pas reconnaître les jeunes mineurs. Et donc ça va jusqu'à... Ils doivent sont remis à la rue. Ils sont remis à la rue du jour au lendemain, et ils doivent sans cesse prouver leur minorité. Alors ça, c'est assez terrible, et c'est un accompagnement qu'on fait aussi beaucoup, nous, chez Ramina, c'est qu'on les aide beaucoup à recueillir des preuves de leur minorité. Parce qu'évidemment, ils arrivent sur le territoire, ils n'ont pas de papier, pour maintes raisons. Et donc, on a un parcours hyper long. Moi, un des jeunes que je réfère, par exemple, on a passé 6 mois à aller récupérer ses papiers en Guinée, les faire valider par le ministère, puis les faire valider en France. Tout ça, ça prend un temps fou, et c'est pensé, évidemment. La politique n'y est pas pour rien. C'est-à-dire que l'idée, c'est quand même qu'ils perdent plein de temps, et que parfois, ça prend 1 an et demi, 2 ans, et puis ils ont 18 ans, et c'est réglé. Difficulté à s'intégrer. Exactement. Mais moi, je dirais aussi une chose quand ils sont remis à la rue par le département, ils ne sont pas encore passés chez le juge des enfants. Donc, si tu veux, tu as une période qui peut durer des mois, où le gamin, il est entre deux statuts, il est à la rue, et il n'est pas passé chez le juge des enfants. Et quand il finit par passer chez le juge des enfants, ce qui prend plusieurs mois, parce que on sait que c'est toujours très long, parfois il est reconnu mineur par le juge des enfants. Donc on se dit tout va bien. J'ai le cas qui m'est arrivé il y a quelques jours. Le minot avait été reconnu, avait été mal évalué, on va dire, reconnu mineur par le juge des enfants. Et voilà que il a un parcours, ça va, il est apprenti, tout va bien. Et voilà que le département a fait appel. Il fait appel. Et en général, quand le département fait appel, ça se passe mal pour le gamin, et qui va se retrouver à la rue. Donc, si vous voulez, moi, je ne connais pas exactement les règles juridiques, mais si vous voulez, le département les reconnaît mineurs, il y a une évaluation qui est négative. Le juge des enfants, pour certains, les reconnaît mineurs. Je dis le contraire, je me suis trompée. Bon, vous avez compris. Et là, c'est une aberration quelque part, vous voyez. C'est des gens derrière leur bureau qui décident qu'un jeune homme est majeur. Oui, qui décident comme ça, on peut le mettre à la rue, super. C'est très politique, encore une j'ai fois. Justement Pauline de l'association Ramina, bonjour Pauline, qui m'a envoyé un petit morceau d'un jeune qui a eu la chance d'enregistrer un petit truc, donc on va s'écouter un petit extrait. On parlera des aspects joyeux de Ramina après. On va les casser, les briser, s'ambiancer, les casser, esquiver, l'adapter sur le côté, c'est les 113. Igo, c'est les 113. Avec l'assaut, pas de soucis. Plus de blocus. Toujours focus. Les 113, les 113, les 113. Donc il nous a dit, avec l'assaut, plus de soucis, plus de blocus. On a capté le message. Quel talent. Et on avait ce qu'il a d'Adap 13. Ouais. Ok, donc le pseudo c'est Opti. Big up à Opti. Donc il y a des côtés, donc les côtés plus positifs. Oui, voilà, on n'est pas là. Enfin, déjà, on ne serait pas encore bénévole chez Ramina si c'était uniquement. Oui, moi j'ai rencontré Pauline autour d'une assiette. Exactement. On aime bien manger, et bien manger. Et on fait des repas. Et on fait des repas. Alors effectivement, il y a plein de choses qui sont organisées. Il y a effectivement toute une équipe qui s'occupe des loisirs, du sport et de la culture. On emmène le plus possible les jeunes voir des expos, faire des ateliers hip-hop. On leur apprend à nager. Et là, il y a un super partenariat avec le frère de Florent Manodou, Nicolas Manodou, qui donne de sa personne tous les ans pour apprendre à un groupe de jeunes à nager, parce que souvent ils sont assez traumatisés par l'eau, forcément.
Et puis on fait pas mal de repas solidaires. Le prochain, j'en profite, c'est le 22 janvier. On vient d'en faire un là, il y a quelques jours. Quel nom ça ? Au plan de A à Z sur la Canebière. Donc c'est à prix libre, c'est des repas toute la journée. Les jeunes cuisinent avec des bénévoles et puis c'est un moment festif, musical. Ok. Il y a pas mal de jeunes qui sont branchés par la musique, donc c'est l'occasion aussi d'écouter, comme on vient de le faire, leurs propositions. Et puis on fait des réunions d'information tous les mois, tous les premiers mercredis de chaque mois. Et ça tombe bien, la prochaine c'est demain. Ok. À Et c'est où ? 18h30 au CCO Velten, rue Bernard Dubois. Ok. Et voilà, c'est l'occasion aussi de nous rencontrer et de faire tomber un peu les a priori. Enfin, moi, je parle pour mon cas, mais je sais que typiquement, j'ai eu très peur au début de trouver ça trop dur moralement, de trouver que ça allait être plombant. Et en fait, ça me donne une énergie, une envie, parce que évidemment qu'on s'attache aux jeunes, mais on s'attache aussi aux bénévoles, on rencontre des gens incroyables. À ce sujet-là, il y a un encadrement psychologique autour aussi. Alors depuis quelques temps, est mise en place une réunion aussi avec des psychologues qui sont là justement pour être à l'écoute des bénévoles et qu'on puisse un peu s'ouvrir sur les difficultés qu'on rencontre. Et il y en a. Ok, merci beaucoup. On va rendre l'antenne parce que c'est l'heure. Donc on invite tous ceux qui sont intéressés à venir aux réunions du mercredi. Demain. Et au repas. Et au repas, et à aller sur le site et à donner même quelques euros parce que c'est la fin d'année, qu'on aime bien être généreux en fin d'année. On fait d'ailleurs une grande fête pour les minots en fin d'année. Tout à fait. On fait un truc de Noël dans quelques jours. On a encore plein de choses à vous dire, mais venez nous rencontrer. Voilà. Et merci beaucoup déjà de nous avoir invités. Ok, Merci ça infiniment. marche. Merci pour l'invitation. Merci. Et donc à dans 2 semaines et on se quitte avec Kidam, Oh, le tiens. collier. Allez, ciao le peuple. Ciao. Ciao. Bonne soirée. T'es anti-métissage, anti-noir, anti-arabe, anti-noix, anti-rhum, t'as un cœur anti-tane, anti-sémite, anti-gitane, anti-voile, anti-kippa, anti-soutane, anti-alloc, anti-RSA, anti-Jacob, anti-femme, anti-Anissa, anti-couscous, anti-tieb, anti-Lassa, putain mais t'as une vie de merde. Écoute, moi je suis anti-anti, j'ai pas de haine et ça je te le garantis. Tous debout, moi je suis anti-anti, mon people me suit, enfin mon souris. Écoute,